Mon père a abandonné ma garde quand j'étais bébé, mais maintenant il veut me donner 75 000 $ et je vais me remarier. Je ne comprends pas ce qui se cache derrière tout ça. Bonjour à tous. Je suis complètement perdu concernant ma relation avec mon père. C'est assez compliqué et cela demande beaucoup de contexte. Mes parents se sont mariés mais se sont séparés juste avant ma naissance, finalisant leur divorce quelques mois plus tard. Malheureusement, mon père a choisi de ne pas faire partie de ma vie dès le tout début, peut-être parce qu'il était infidèle et alcoolique. Ils s'étaient mariés jeunes parce qu'ils étaient ensemble depuis toute la fac, et mon père a demandé ma mère en mariage pensant que c'était ce qu'il voulait. Mais je suppose que les gens changent, tout comme leurs sentiments, parce que 2 ans après le mariage, ma mère a découvert qu'il voyait de nouveau son ex-petite amie Kylie, celle qu'il fréquentait au lycée. Ils s'étaient retrouvés, et elle semblait obsédée par lui. Ma mère m'a raconté comment Kylie se pointait chez eux en exigeant de voir mon père. S'il ne répondait pas à ses appels, elle insistait pour dîner avec lui, et en général elle ne respectait pas du tout ma mère ni leur mariage. Chaque fois que mon père et Kylie se voyaient, ils buvaient beaucoup, ce qui empêchait mon père de rentrer à la maison. Kylie insistait pour qu'il la ramène chez elle. Ma mère m'a raconté qu'il rentrait le lendemain matin, encore ivre. Et si elle osait lui demander pourquoi il avait passé la nuit dehors, ça se transformait en violente dispute. Il n'y avait pas que Kylie. Mon père couchait aussi avec des femmes rencontrées dans des bars, mais Kylie était la constante. Mon père pouvait être très cruel avec ses mots. Il répétait sans cesse à ma mère à quel point elle était pathétique et combien les autres femmes étaient plus jolies qu'elle. Il allait même jusqu'à lui jeter des objets dessus si elle lui demandait de rester loin de Kylie. Cela a duré 2 ans, parce que ma mère, aveuglée par l'amour, pensait qu'il redeviendrait l'homme qu'il était à la fac. Un jour, Kylie a envoyé à ma mère un texto déplacé depuis le téléphone de mon père, lui disant qu'il n'était pas à elle. C'en était trop. Ma mère a fait ses valises et est allée vivre chez ses parents. Mon grand-père n'a pas du tout aimé cette décision. Il s'est moqué d'elle pour avoir quitté son mari et pour ne pas être une bonne épouse. Il était farouchement opposé au divorce, car selon lui, les gens doivent rester mariés même si c'est difficile. Ma grand-mère a été la seule à la soutenir. Ma mère savait qu'elle devait trouver du travail et déménager. Mais pendant ce temps, elle a découvert qu'elle était enceinte de moi. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais pensé à ne pas m'avoir, car elle avait toujours voulu être mère. Quand elle a annoncé sa grossesse à mon père, il a été surpris, mais aussi heureux. Il l'a supplié de revenir à la maison et a promis d'arrêter de boire. Mon grand-père l'a encouragé à retourner auprès de lui, parce que pour lui, c'était la bonne chose à faire. Ma mère a accepté à contre-cœur, car elle n'avait pas d'autre choix à l'époque. Mon père a effectivement arrêté de boire et de courir les femmes pendant un moment. Il a travaillé dur pour acheter toutes les affaires pour le bébé, et ma mère était heureuse. Kylie n'a plus jamais réapparu, et petit à petit ma mère a commencé à lui pardonner. Je suis né en bonne santé, et ma mère m'a dit que tout le monde était ravi. Pendant un temps, tout semblait aller bien, du moins, c'est ce que croyait ma mère, jusqu'à ce qu'une femme enceinte se présente chez eux. Apparemment, mon père avait couché une fois avec une inconnue pendant la grossesse de ma mère, et elle avait fini par le retrouver. Elle exigeait une pension alimentaire, et mon père a explosé, car étant le lâche qu'il est, il ne voulait pas assumer ses responsabilités. Ma mère ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Elle lui a dit qu'elle voulait divorcer. Elle a fait ses bagages et m'a emmené chez ses parents. Mon grand-père a essayé de l'en empêcher, mais ma grand-mère a tenu bon. Elle a menacé de le mettre dehors, puisque techniquement, la maison lui appartenait, héritée de ses parents, et il a fini par céder. Même s'il en voulait à ma mère d'avoir quitté son mariage et craignait ce que ses amis de l'église diraient, il l'a quand même aidé à s'occuper de moi du mieux qu'il pouvait. Ma mère a demandé le divorce et le tribunal a statué en sa faveur. Heureusement, mon père a été condamné à verser une pension alimentaire jusqu'à mes 18 ans, et l'autre femme a obtenu le même jugement. Mon père, étant l'abruti amer qu'il est, a décidé de blesser ma mère en disant qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi, et il a abandonné la garde. Ma mère était peinée, mais elle savait qu'il valait mieux que je ne grandisse pas avec lui. J'ai grandi avec ma mère et mes grands-parents, et je ne réalisais même pas qu'avoir un père était censé être normal. Ce n'est que lorsque mes amis ont commencé à se moquer de moi que j'ai commencé à poser des questions à ma mère. Elle changeait toujours de sujet en disant que j'étais trop jeune pour comprendre. Ma grand-mère disait la même chose. Seul mon grand-père était honnête. Il m'a dit que j'avais tout à fait le droit de savoir qui était mon père, et il m'a montré des photos de lui et de ma mère. Sur la photo, ils avaient l'air très heureux. J'ai enfin compris d'où venaient mes cheveux bouclés et mes yeux verts, puisque la famille de ma mère avait tous les cheveux raides et bruns et les yeux marrons. J'ai commencé à vouloir en savoir plus sur mon père. En grandissant, j'ai appris de plus en plus de choses sur lui. J'ai décidé de lui écrire des lettres et j'ai supplié ma mère de les envoyer, mais elle a refusé. Alors je suis allé voir mon grand-père, qui a accepté à contre-cœur. J'ai écrit plusieurs lettres à mon père, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Quand j'ai eu 12 ans, une semaine avant mon anniversaire, j'ai décidé de le confronter. Nous vivions dans une petite ville et je savais dans quel quartier il habitait, même si je ne connaissais pas la maison exacte. J'ai parcouru le quartier à vélo, frappant à chaque porte pour demander après lui. Finalement, un voisin serviable m'a indiqué où il habitait.
J'étais tellement nerveuse en sonnant à la porte, mais j'ai rassemblé mon courage, pensant qu'il serait heureux de me voir enfin. Je voulais lui montrer qu'il restait mon père malgré tout. Quand il a ouvert la porte, il avait l'air d'avoir bu toute la nuit. Il m'a fixé un instant avant d'écarquiller les yeux en réalisant qui j'étais. Immédiatement, il a regardé autour de lui et m'a demandé ce que je fichais là. Mon visage est tombé et j'ai dit timidement que j'étais venu pour le voir. Je lui ai expliqué que j'allais avoir 13 ans et que je voulais l'inviter à ma fête d'anniversaire. J'ai expliqué qu'aucun de mes amis ne croyait que j'avais un père, et que je voulais qu'il vienne. Il avait l'air choqué, puis m'a dit d'attendre dehors 1 minute. Il est rentré, a attrapé ses clés de voiture, mis mon vélo sur la banquette arrière et m'a dit de monter. Tout le trajet, il paraissait en colère, et j'ai eu l'impression d'avoir fait une énorme erreur. Il n'a pas prononcé un mot. Quand nous sommes arrivés chez moi, il a hurlé à ma mère de sortir. Elle s'est précipitée, et en me voyant avec lui, elle m'a demandé si j'allais bien. Mes grands-parents étaient choqués de le voir. Mon père n'arrêtait pas de crier sur ma mère, lui reprochant de m'avoir laissé le chercher, et disant qu'il ne voulait plus jamais voir cette fille à elle, devant ses yeux. Je me sentais engourdi, écrasé par la douleur, pendant qu'il continuait à hurler qu'il n'avait jamais signé pour ça, et qu'il détestait voir à quel point je lui ressemblais. Puis il est parti, comme si je n'étais rien. Je me souviens encore des larmes qui coulaient sur mon visage. J'avais l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac, une douleur partout. Ma mère m'a juste serré dans ses bras en pleurant. Mes grands-parents nous ont fait rentrer, même mon grand-père a craqué. Ma mère a dit à mon grand-père que c'était entièrement de sa faute et qu'il n'aurait jamais dû me dire la vérité. Mais le mal était fait. Je suis resté amorphe plusieurs jours, trop malade pour aller à l'école. Mon grand-père est resté éveillé toute la nuit avec moi, se reprochant tout cela. Quand j'ai commencé à aller mieux, mon grand-père m'a dit que je devais oublier mon père et qu'il me donnerait tout ce dont j'avais besoin. Mais je dois admettre que le rejet de mon père m'a profondément marqué. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait aucun lien avec moi, puisque je n'avais que 12 ans à l'époque, et cela m'a poussé à intérioriser des croyances négatives sur moi-même. J'ai commencé à penser que j'étais défectueuse, sans valeur, voire une mauvaise personne. Ces pensées ont gravement affecté mon estime de moi à cette époque et ont rendu difficile la construction de relations saines avec les autres. Cependant, mon grand-père a tout fait pour remplir le rôle de père dans ma vie. Il venait me chercher à l'école et veillait à ce qu'aucun de mes camarades ne me harcèle plus, en allant parler aux parents de ceux qui se moquaient de moi. Il m'a aussi appris à chasser et d'autres compétences, me disant que je devais être indépendante. Il disait qu'il n'avait jamais appris ces choses à ma mère parce qu'elle avait grandi à une autre époque, mais après avoir vu comment mon père m'avait humilié, il ne voulait pas que je me retrouve dans une telle situation. J'ai grandi et petit à petit j'ai compris que tout le monde n'était pas comme mon père. J'ai réalisé que j'étais entouré de ma mère et de mes grands-parents, qui m'aimaient énormément, et que cela suffisait. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé à postuler pour l'université, je savais que mes grands-parents étaient tristes de me voir partir. J'étais triste aussi, mais ma mère m'a encouragé à postuler dans les meilleures universités et m'a dit que je n'étais pas faite pour rester une simple fille de petite ville. J'ai été accepté dans une bonne université avec une bourse complète et j'ai déménagé. Tout était tellement différent en vivant dans une grande ville, et il m'a fallu beaucoup de temps pour m'adapter. J'appelais la maison en pleurant parce que j'étais entouré d'étrangers et de nouveaux visages, et tous mes vieux sentiments d'abandon et de rejet revenaient à la surface. C'est alors que j'ai rencontré Jacques à l'université. Il était comme moi, il venait aussi d'une petite ville et n'avait pas d'amis non plus. Nous avons commencé à sortir ensemble et avons réalisé à quel point nous étions similaires. Nous avions tous deux des ambitions et des objectifs pour la vie. Nous passions des jours et des nuits enfermés à la bibliothèque, à étudier ou à mémoriser des cours. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est ainsi que nous sommes tombés amoureux. Nous étions attirés par l'intelligence de l'autre, et c'est toujours ce qui nous attire aujourd'hui. Quand nous avons obtenu nos diplômes, Jacques et moi avons emménagé ensemble. À Noël, nous avons fait rencontrer nos familles. À notre surprise, les parents de Jacques et ma mère se sont très bien entendus. Mes grands-parents étaient très fiers que je trouve un emploi juste après l'université. À cette époque, ma mère a eu une conversation avec moi et m'a dit que, bien qu'elle aimât Jacques et savait que c'était un homme bien, elle ne voulait pas que je perde mon indépendance financière. Elle m'a rappelé comment mon père l'avait maltraité et m'a dit doucement qu'elle croyait que je pouvais prendre soin de moi, mais que je devais toujours avoir mon propre compte bancaire avec un fonds d'urgence au cas où. Je comprenais d'où venait ma mère. Heureusement pour moi, Jacques n'était rien comme mon père. Nous avons gardé des comptes séparés et partagé le loyer et les factures à parts égales. Dès le début, nous étions clairs, nous ne voulions pas d'enfants, car nous avions tous deux des traumatismes d'enfance et ne voulions pas les transmettre. Je sais que beaucoup de gens diront que ce que nos parents ont fait n'a rien à voir avec nous, mais Jacques et moi ne voulions tout simplement pas d'enfants. Dès le départ, nous étions heureux à deux et trop concentrés sur nos carrières. Puis, en août 2023, il m'a demandé en mariage. C'était mon anniversaire, et il m'a surprise en rentrant à la maison avec un dîner aux chandelles. C'était un rêve devenu réalité. Il avait aussi secrètement réuni nos familles, et elles étaient toutes là pour me féliciter. Il avait tout organisé juste pour me rendre heureuse. C'est là que j'ai su que j'épousais le bon homme. Nous avons commencé à préparer notre mariage et convenu de nous marier en février de cette année.
En décembre 2023, j'ai reçu une demande d'amis sur Facebook d'un nom familier. J'ai cliqué et j'ai vu que c'était mon père, ce qui m'a choqué. Je n'ai pas pris la peine d'accepter la demande, car je ne comprenais pas pourquoi il voulait être ami sur les réseaux sociaux alors qu'il n'avait jamais voulu faire partie de ma vie auparavant. Puis mon père m'a envoyé un message. Il écrivait qu'il s'ennuyait de moi et voulait parler. Je l'ai ignoré car je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, et c'était mon père, je ne sais pas comment il avait eu mon numéro. Il écrivait qu'il voulait me voir et qu'il avait réalisé l'énorme erreur qu'il avait commise en m'abandonnant. J'ai montré le message à Jacques, et lui, comme moi, a pensé qu'il n'y avait aucune chance que mon père soit vraiment repentant comme ça, sans raison, après toutes ces années. Cependant, il m'a dit que je pouvais le rencontrer si je le voulais. Jacques m'a assuré qu'il viendrait avec moi au cas où mon père tenterait quelque chose. J'ai accepté et j'ai répondu à mon père que je le rencontrerais, alors nous avons fixé un rendez-vous. J'étais vraiment nerveuse à l'idée de le voir, mais j'étais contente que Jacques soit là pour moi. Mon père a été surpris de voir Jacques avec moi, mais il n'a rien dit. Nous avons échangé quelques banalités par-ci par-là, puis il m'a finalement demandé à propos de la bague à mon doigt et si j'étais marié à Jacques. J'ai répondu nerveusement que nous étions fiancés et que nous allions nous marier dans 2 mois. Le visage de mon père s'est illuminé. Il m'a dit que c'était le moment parfait pour nous, qu'il m'avait recontacté maintenant parce qu'il pourrait me conduire à l'hôtel. J'ai failli m'étouffer en entendant ça et j'ai tourné la tête vers Jacques, qui a immédiatement compris ce que je ressentais. Jacques a poliment dit à mon père que c'était une décision que je devais prendre seul et que je ne pouvais pas oublier des années d'abandon du jour au lendemain. Mon père a explosé en entendant ça. Il s'est mis à crier sur Jacques, disant qu'il n'avait aucun droit de s'interposer entre un père et sa fille, et que je ne devrais pas laisser Jacques influencer ma décision. Voir Jacques, qui n'avait dit cela que pour me défendre, se faire maltraiter par mon père a déclenché quelque chose en moi. Toutes ces années d'abandon et de ressentiment envers lui sont remontées d'un coup. Je lui ai crié qu'il n'avait aucun droit de se dire mon père alors qu'il avait abandonné sa garde. Qu'il m'avait reconduite chez moi en hurlant sur ma mère le jour où je m'étais présenté chez lui. Mon père a essayé de se défendre, disant que ma mère n'était pas facile à gérer et qu'il avait juste été surpris de voir un enfant sur son perron. Il a essayé de justifier qu'il était encore ivre et qu'il regrettait la façon dont il avait réagi devant moi. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait jamais essayé de me recontacter toutes ces années. J'ai vécu dans la même ville que lui, mais il n'avait aucune réponse. Je lui ai rappelé que je m'étais construite une vie et que Jacques était mon partenaire, quelqu'un qui me comprenait et m'aimait pour ce que j'étais, donc il n'avait aucun droit de hausser la voix contre l'un ou l'autre de nous. Mon père a essayé de dire que Jacques n'avait vraiment rien à voir là-dedans et que c'était une affaire privée entre lui et moi, ce qui m'a fait rire. Je lui ai rappelé qu'il n'était rien d'autre qu'un géniteur pour moi et que je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il m'a supplié de lui pardonner, mais je suis parti avec Jacques. Je me suis excusé auprès de Jacques pour la façon dont mon père l'avait traité, car il semblait vraiment affecté par tout ça. Après cela, mon père m'a envoyé plusieurs messages disant que je ne connaissais pas toute l'histoire et suggérant que nous nous rencontrions en privé. J'ai mis sa conversation en sourdine pour ne plus avoir à voir ces messages. J'en ai parlé à ma mère et à mes grands-parents, puisqu'ils n'étaient pas au courant. Ils ont été vraiment surpris et un peu contrariés que j'ai même envisagé de le revoir. Au final, nous étions tous d'accord pour continuer à vivre notre vie comme d'habitude et rester loin de lui. En février, Jacques et moi avons eu notre mariage magique. Toute la famille est venue, et mon grand-père m'a conduite à l'hôtel. Il a pleuré pendant toute la cérémonie et n'arrêtait pas de dire à quel point il était fier de moi. Ma mère et ma grand-mère m'ont serré dans leurs bras, car elles n'arrivaient pas à croire tout le chemin que j'avais parcouru dans ma vie. Jacques et moi avons dansé avec nos familles toute la nuit, et tout le monde s'est amusé. Ensuite, nous sommes partis en lune de miel pendant 2 semaines, et c'était agréable de prendre une vraie pause du travail. Mais à mon retour, j'ai remarqué au moins 50 messages de mon père depuis que j'avais mis sa conversation en sourdine. Je ne m'en étais pas rendu compte avant. J'ai regardé les messages, et ils allaient de la recherche de sympathie à la colère parce que je m'étais marié en privé sans l'inviter. Il n'arrêtait pas de dire que j'aurais dû le prévenir et qu'il méritait d'être là pour moi. J'imagine que la nouvelle a dû lui parvenir, puisque tout le monde se connaît dans ma ville d'origine, et mon père a appris que c'était mon grand-père qui m'avait conduite à l'hôtel, ce qui l'a mis en colère. Quand j'ai lu ces messages, je suppose qu'il a compris qu'ils avaient tous été lus, alors il m'a immédiatement appelé. J'ai répondu au téléphone, et il a commencé à me dire que je l'avais trahi et qu'il n'aurait jamais pensé que le jour viendrait où je le traiterais ainsi. J'ai vraiment essayé d'expliquer calmement une fois de plus que ce n'était pas une trahison, puisqu'il n'était pas mon père à mes yeux. Mon père a alors commencé à dire qu'il avait économisé 75 000 $ pour mon mariage et qu'il était prêt à me les donner. J'ai éclaté de rire en entendant ça, car je pensais qu'il n'y avait aucune chance que ce soit vrai. Puis mon père a poursuivi, disant qu'il était prêt à me donner l'argent, mais que tout ce que j'avais à faire, c'était de me remarier, même si ce n'était qu'un mariage à la mairie, et de l'inviter pour qu'il puisse être là pour moi. Il m'a dit que c'était son rêve de voir sa petite fille se marier, et même si j'étais déjà marié, il serait prêt à s'en contenter du moment que j'acceptais ses conditions. Je ne sais pas ce qu'il pensait ni s'il était dans son état normal, mais je lui ai dit franchement que c'était ridicule et que je ne voulais pas de son argent, ce qui l'a mis en rage. Il s'est mis à hurler,
m'appelant pour y gâter, disant que je le punissais cruellement. Il a dit d'autres choses aussi, mais je lui ai dit que je ne voulais plus rien entendre, car ma patience avait atteint ses limites. Depuis, il continue de m'envoyer des textos sur le fait que je lui ai brisé le cœur et que me remarier juste pour lui n'était même pas une grosse affaire. Je ne comprends pas quelle obsession il a avec le fait de me voir me remarier, et honnêtement, je n'y comprends rien. Est-ce que je suis la méchante de refuser de me remarier, même si mon père veut me donner 75 000 $? Mise à jour 1. D'accord, je vous ai entendu. Il y a tellement de commentaires sur mes publications qu'il m'a fallu du temps pour tous les lire. Tout d'abord, beaucoup d'entre vous craignent que mon père mente probablement encore, ce qui est peut-être vrai. De plus, puisque j'ai énormément de mal à croire qu'il ait réellement 75 000 $ et qu'il veuille simplement me les donner sans contrepartie, je suis d'accord pour dire que son comportement semble extrêmement suspect. Beaucoup d'entre vous ont des théories selon lesquelles il est peut-être mourant et qu'il aurait besoin d'une greffe d'organes, ce qui m'effraie vraiment, car il est hors de question que je lui donne quoi que ce soit. J'ai l'impression que je dois lui demander confirmation juste pour avoir une clôture, parce qu'il y a définitivement quelque chose de louche, et je veux aller au fond des choses. Et puis, je suis tout aussi curieuse que vous de savoir ce qui se passe. Ensuite, beaucoup d'entre vous demandent ce qu'il est advenu de l'autre enfant de mon père. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Mais contrairement à ma mère, cette femme ne voulait rien avoir à faire avec mon père, sauf pour obtenir une pension alimentaire de sa part. C'était une aventure d'un soir, donc ils ne voulaient rien avoir à faire l'un avec l'autre. Je n'ai aucune idée si l'autre enfant l'a déjà contacté, et honnêtement, je m'en fiche. C'est la décision de mon père et sa vie. Il a déjà gâché la mienne, alors je doute qu'il fasse mieux avec son autre enfant. Mise à jour 2. Waouh, eh bien, j'ai enfin une mise à jour, et certains d'entre vous ne vont pas l'aimer. J'ai décidé de rencontrer mon père ce week-end pour régler les choses une bonne fois pour toutes. Il était plus qu'heureux de me voir. Cette fois, je n'ai pas emmené Jacques avec moi, car je voulais le voir seul et le confronter à propos de tout. Nous nous sommes retrouvés dans un café où j'ai dit à mon père que je savais qu'il se passait quelque chose avec lui d'après son comportement, parce qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il se réveille soudainement en regrettant tout ce qu'il avait fait des années auparavant. Mon père a baissé la tête, visiblement honteux, puis il a commencé à dire que j'avais raison. Il m'a raconté que l'année dernière, alors qu'il travaillait, il avait soudain eu un violent mal de tête et s'était effondré. Il avait été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. C'est alors que les médecins ont découvert une tumeur dans son cerveau. Je n'entrerai pas dans les détails médicaux, mais en gros, ils ont dit à mon père qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre puisque la tumeur se trouvait dans un endroit inopérable. Comme il avait été blessé au travail, il a reçu une grosse indemnité parce que l'entreprise ne voulait pas d'ennuis juridiques, mais ils l'ont licencié ensuite. Depuis, il avait réalisé toutes les opportunités qu'il avait perdues et toutes les personnes qu'il avait éloignées de sa vie. Il m'a dit que son plus grand regret était de ne pas avoir été là pour moi. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a évoqué son enfance difficile, où son père le maltraitait beaucoup, et il avait grandi en pensant que c'était ainsi que les pères devaient se comporter. Quand il a rencontré ma mère, il a pensé pour une fois qu'il pourrait être heureux, et ils se sont mariés. Mais avec la pression du travail et les factures qui s'accumulaient, il a lentement commencé à ressembler à son père et s'est tourné vers l'alcool et les cigarettes. Il a dit qu'il savait quel genre de monstre il devenait, mais qu'il n'arrivait tout simplement pas à s'arrêter, et il ne cherchait pas d'excuses. Il m'a dit que la raison pour laquelle il avait renoncé à ses droits de garde était qu'il ne voulait jamais me traiter comme son père l'avait traité. Il a dit qu'il avait peur de toute la rage en lui, et que peu importe ses efforts, il n'arrivait tout simplement pas à la surmonter. Le jour où il m'a vu devant sa porte, il voulait fondre en larmes et me serrer dans ses bras, mais il a pensé que si je revenais dans sa vie, je commencerais à avoir des attentes envers lui, et il savait qu'il ne ferait que me décevoir. Il a parlé du fait qu'il n'avait jamais fondé de famille ni épousé qui que ce soit, vivant comme un ermite, parce qu'il ne voulait faire de mal à personne d'autre. Il m'a dit que je méritais toute la haine et le ressentiment que je ressentais envers lui, mais que la seule raison pour laquelle il me suppliait de le laisser entrer dans ma vie, c'était parce qu'il ne lui restait que quelques mois et qu'il voulait passer ses jours avec moi. Il a dit qu'il était désolé de n'avoir pas été un bon père et qu'il voulait faire tout ce qu'il pouvait pour moi. À ce moment-là, je déteste l'admettre, mais je pleurais. Je sais que beaucoup d'entre vous diront que mon père se cherchait des excuses, mais c'était quand même mon père, et c'était la première fois qu'il s'ouvrait à moi aussi honnêtement et m'expliquait tout. Je lui ai dit que même si je comprenais ses raisons, je ne pouvais toujours pas le laisser entrer dans ma vie quand bon lui semblait. Je lui ai dit qu'il avait peut-être rêvé de me conduire à l'hôtel le jour de mon mariage, mais que moi, j'avais passé toute ma vie à souhaiter qu'il vienne à mes anniversaires, à mes compétitions sportives ou à mes remises de diplômes, mais qu'il n'était jamais là. Papa a hoché la tête et m'a dit qu'il savait que tout était de sa faute, puis il a ajouté que, quelle que soit ma décision, il avait déjà rédigé un testament, et que les 75 000 $ dont il avait parlé, ainsi que sa maison et sa voiture, me reviendraient. Il m'a dit qu'il était désolé pour tout et qu'il aurait aimé pouvoir revenir à ses 20 ans pour se donner une claque et ne pas être un tel idiot. Il m'a dit de ne jamais devenir quelqu'un comme lui et que si un jour j'avais des enfants, je devrais être gentille, comme ma mère. Puis il a sorti des photos qu'il avait prises de ma mère lorsqu'elle était enceinte de moi. Il avait pris des photos d'elle presque chaque mois,
Et si le mariage de mes parents n'avait pas été un échec, tout cela aurait ressemblé à un film. Il est resté assis avec moi et m'a raconté l'histoire derrière chacune des photos et ce que faisait ma mère à ce moment-là. J'entendais la douleur et le chagrin dans sa voix en se souvenant de tout. Voir ces photos m'a brisé le cœur à nouveau, parce que mes parents avaient l'air si jeunes et si heureux. Il m'a dit d'emporter les photos avec moi puisqu'elles m'appartenaient légitimement. Comme si ce n'était pas suffisant, il a ensuite sorti une vieille boîte, et là j'ai été choqué de voir toutes mes lettres à l'intérieur. Cet homme avait littéralement gardé toutes les lettres que j'avais écrites et avait demandé à mon grand-père de les lui envoyer. J'ai pleuré en voyant mon écriture d'enfant et la façon dont j'écrivais à quel point il me manquait et le suppliait de revenir. Mon père s'est aussi ému et m'a dit qu'il avait lu toutes les lettres et que ça ne faisait que le pousser à boire davantage parce qu'il savait qu'il ne méritait pas l'amour que je ressentais pour lui. Il m'a dit qu'il ne me recontacterait plus tant que je ne serais pas prête à lui parler, mais il m'a demandé d'essayer de le faire avant qu'il ne soit trop tard pour lui. En quittant le café, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je l'ai serré dans mes bras. Il a été surpris, puis il m'a enlacé chaleureusement. Depuis, j'ai l'impression d'avoir enfin obtenu toutes les réponses dans ma vie. Toutes ces réponses que j'avais cherchées enfant m'ont été données. Maintenant je comprenais pourquoi mon père ne voulait pas avoir de relation avec moi, et même si son passé n'excuse pas son comportement ni ses responsabilités de père, je suis contente qu'il soit resté éloigné de moi parce qu'il savait qu'il ne voulait pas me traiter comme son propre père l'avait traité. Je suis contente d'avoir grandi entourée de personnes chaleureuses et aimantes comme ma mère et mes grands-parents, qui ont rendu ma vie tellement plus facile. J'ai l'impression que mon moi de 12 ans peut enfin se reposer, sachant que ce n'était pas ma faute si mon père a fait ce qu'il a fait. Mise à jour 3. Merci à tous pour vos messages. Après ma mise à jour de la semaine dernière à propos de mon père, je me sens en partie mieux. Après avoir lu certains messages de personnes qui ont vécu des situations similaires, j'ai parlé avec ma mère, et elle confirme la version de mon père, donc je suppose qu'il ne mentait pas. Ma mère connaissait la famille de mon père et la façon dont il l'avait traité pendant son enfance, c'est pourquoi je n'ai jamais été présentée à ses parents. Je lui ai raconté que papa avait gardé mes lettres et les photos de grossesse, et elle a aussi été surprise. Elle a dit qu'elle me soutiendrait si je décidais de continuer à parler à mon père, même si elle ne veut rien avoir à faire avec lui. Elle comprend que maintenant il puisse avoir de bonnes intentions et éprouver de véritables regrets pendant les derniers mois de sa vie. Pour être honnête, je n'ai pas encore complètement décidé si je devais poursuivre ma relation avec mon père ou non, mais je me sens quand même désolé pour lui. Jacques est d'accord avec moi et m'a encouragé à avancer par petits pas, ce que je vais faire. Je vais prendre ma relation avec mon père une rencontre à la fois et voir comment les choses évoluent. J'irai aussi en thérapie pour gérer mes propres blessures, comme plusieurs d'entre vous l'ont suggéré. Vous avez raison, je ne veux pas devenir comme mon père et porter toute la haine et le ressentiment dans mon cœur. Je vais faire de mon mieux et prendre soin de moi. Mise à jour 4. Après avoir décidé de donner une chance à ma relation avec mon père, nous avions commencé à parler davantage et à reconstruire des liens brisés. En partageant plus, j'ai découvert que j'avais un demi-frère, Alex, le fils de la femme avec qui mon père avait eu une aventure pendant que ma mère était enceinte de moi. C'était intéressant d'apprendre son existence, mais cela a aussi éveillé en moi le désir de le rencontrer. Mon père m'a donné quelques détails sur Alex et sa mère, mais il a précisé qu'il n'avait jamais eu une relation proche. Malgré tout, je suis curieuse de lui et de la possibilité de le contacter un jour. Malheureusement, mon père est décédé il y a une semaine. Je ne sais pas quoi ressentir, car même si nous avions recommencé à parler, nous n'avions pas encore développé une relation proche. J'ai l'impression que ce sera toujours un poids pour moi, le fait que je n'ai pas pu avoir une véritable relation père-fille. Mais au moins, je pense que nous avons tous les deux eu une forme de clôture, et peut-être que s'il avait tendu la main plus tôt, nous aurions eu plus de temps ensemble. Cela dit, ce n'est pas ma faute, et je ne peux pas me sentir coupable pour ça. Seule une poignée de personnes ont assisté à ses funérailles, ce qui reflétait la solitude dans laquelle il avait vécu la majeure partie de sa vie. Maintenant, j'envisage de contacter mon frère Alex. Je sais que ce sera étrange et potentiellement compliqué, mais je sens qu'il est important d'explorer ce lien familial.